Eh bien, bonjour à tous. On va aborder dans cette seconde partie les notions essentielles relatives aux eaux souterraines, et plus particulièrement ici, les notions de porosité et de perméabilité. On se souvient que la quasi-totalité des stocks d'eau présents sur Terre est localisée dans les formations géologiques. C'est ce qu'on appelle l'eau souterraine. Alors, comment l'eau est stockée dans ces formations géologiques, et comment y circule-t-elle? Eh bien, ça nécessite d'aborder des notions de porosité et de perméabilité. Alors, on va tout d'abord fixer un minimum de vocabulaire. Si je me rends dans la plaine alluviale de Louche, par exemple au parc de la Colombière, et que je creuse une fosse de 10 mètres de profondeur, voilà à peu près ce que je vais trouver. Tout d'abord, le sol sur environ 1 mètre à 2 mètres de profondeur, et puis je vais ensuite pénétrer dans une zone de gravier calcaire qui correspond aux alluvions de Louche et qui constitue la formation dite aquifère. Enfin, je m'arrête sur une formation géologique argileuse et imperméable que les hydrogéologues nomment substratum imperméable. L'eau de pluie infiltrée depuis la surface et percolant vers la profondeur dans les graviers de l'aquifère est arrêtée par le substratum imperméable et s'accumule dans la partie inférieure de l'aquifère jusqu'à un niveau d'équilibre. Dans cette partie de l'aquifère, la totalité des interstices, c'est-à-dire des vides entre les graviers, est saturée en eau et définit alors ce qu'on appelle la zone dite saturée de l'aquifère. Cette zone saturée de l'aquifère correspond aussi à la nappe d'eau souterraine. Au-dessus, les interstices entre les graviers ne sont pas saturés en eau, ce qui définit la zone dite non saturée. À l'intérieur de cette zone non saturée, on distinguera la frange capillaire qui correspond aux remontées d'eau par capillarité depuis la zone saturée, et au-dessus, la zone d'évapotranspiration qui correspond généralement au sol et à la zone de pénétration racinaire. Et l'eau de pluie percolant dans cette zone peut à tout moment retourner à l'atmosphère par évapotranspiration. L'espace entre ces deux sous-zones est nommé zone de transition. Enfin, si on mesurait la teneur en eau à chacune des profondeurs, on obtiendrait le diagramme suivant ici sur la droite. Ce schéma assez simple permet de fixer l'essentiel du vocabulaire et des grandes structures dans le système eau, sol, sous-sol. C'est ce qu'on rencontrera assez systématiquement plus ou moins. Dans la suite de ce cours, on va se focaliser essentiellement sur la zone saturée, car vous l'avez compris, c'est là que sont localisés les stocks d'eau souterraine. Alors, comment étudie-t-on cette zone saturée? Comment la caractérise-t-on? Comment et pourquoi y trouve-t-on de l'eau? C'est ce qu'on va essayer de comprendre par la suite. Il y a deux notions incontournables pour caractériser cette zone saturée, la porosité et la perméabilité. La porosité d'une formation géologique mesure la capacité de cette formation à stocker l'eau. La perméabilité caractérise, elle, la capacité de la formation géologique à se laisser traverser par un fluide. Ces deux notions sont le pivot de toute étude hydrogéologique. On se rappelle tout d'abord que dans un milieu poreux, l'eau ne s'écoule pas nécessairement sous l'effet de la gravité. En effet, lorsque je mouille un grain de sable avec de l'eau, eh bien, une fine pellicule d'eau liquide va se former à la surface du grain de sable. En effet, les forces de tension interfaciale entre la surface solide du grain de sable et l'eau commandent aux molécules d'eau de s'adsorber à la surface du grain de façon à former une très fine pellicule d'eau, généralement 1 micromètre au maximum. Pellicule d'eau qui, par conséquent, ne s'écoule pas. On va essayer de regarder d'un petit peu plus près ce qui se passe au niveau de cette interface solide-liquide. Juste au niveau de l'interface, on remarque que les forces d'adsorption décroissent très rapidement lorsque l'on s'éloigne de la surface du grain. À une distance de 0,5 micron environ,
les forces d'attraction deviennent inférieures aux forces de pesanteur, séparant ainsi la couche d'eau liée au solide, donc de 0,5 microns d'épaisseur environ, de l'eau libre qui s'écoule sous l'effet de la pesanteur. Alors c'est une liberté toute relative puisqu'elle est en fait sous le contrôle des forces de pesanteur. À l'intérieur de cette couche d'eau liée, on va distinguer une très fine couche, extrêmement fine, de 0,1 micron généralement, qui est appelée eau adsorbée. Cette eau adsorbée, elle n'est pas accessible par les plantes et elle nécessite une grande quantité d'énergie pour être déplacée. Par exemple, si on soumet le grain à une température de plus de 100 degrés. L'eau liée est aussi appelée eau de rétention, laquelle, au-delà de 0,1 micron, n'est plus accessible par les plantes. Donc cette eau liée en dehors de cette couche de 0,1 micron, c'est la capacité au champ des agronomes. L'hydrogéologue, lui, par contre, ne s'intéresse pas du tout à cette eau liée, il va s'intéresser à l'eau libre, c'est-à-dire celle capable de circuler dans les pores des formations géologiques sous l'effet de la gravité. Alors comment cela se passe-t-il dans une formation géologique? Par exemple, une formation de sable constituée de grains solides et de vide ou d'interstices, ici en blanc, entre les grains. Lorsque l'eau s'infiltre, elle va pouvoir être stockée dans les interstices. Alors si on regarde de plus près ces interstices, cet interstice contient aussi bien de l'eau liée que de l'eau libre. L'eau liée correspond à la porosité de rétention et l'eau libre correspond à la porosité dite utile ou efficace. Et c'est cette porosité utile ou efficace qui intéresse les hydrogéologues, car c'est elle qui contient l'eau qui circule dans la formation géologique. Si la taille de l'interstice était inférieure à 0,5 micron, il ne contiendrait en fait que de l'eau liée, c'est-à-dire de l'eau qui ne circule pas. La taille des pores est donc un paramètre extrêmement important qui va contrôler la circulation ou non de l'eau dans les milieux poreux, et donc le stockage d'eau qui est utile ou utilisable. On va voir juste après que la taille des pores dépend en fait de la granulométrie des grains. Dans ce diagramme, on représente la porosité. Alors la porosité, c'est la proportion des vides par rapport au volume total de roche, qu'on exprime généralement en pourcentage. Donc on représente la porosité ici en fonction des classes granulométriques des matériaux géologiques. C'est ce qu'on retrouve sur l'axe des abscisses. Des granulométries les plus fines, notamment les minéraux argileux, vers les granulométries les plus grossiers, un ensemble de graviers et de blocs. La porosité totale de ces matériaux, c'est la courbe en rouge ici, est maximum pour les matériaux les plus fins, pour lesquels on aura en fait quasiment autant de vide que de grains solides. Et puis lorsque la taille des grains augmente, eh bien cette porosité totale diminue. Cependant, si je m'intéresse à la porosité utile, donc celle qui contient l'eau qui circule, eh bien celle-ci est minimum pour les matériaux les plus fins, en effet, car lorsque les grains sont fins, les interstices sont aussi fins, et le volume de vide pouvant contenir de l'eau, enfin de l'eau libre en tout cas, est faible. Dès que la taille des grains augmente, la proportion de vide contenant de l'eau libre augmente pour atteindre un optimum pour les sables, sable moyen à sable grossier. Et puis pour finir, eh bien, cette porosité utile diminue car la porosité totale diminue elle aussi. En ce qui concerne la porosité de rétention, ben c'est l'inverse puisque c'est le complément de la porosité utile. Cette porosité de rétention est maximum pour les granulométries les plus fines, puis diminue rapidement lorsque la taille des grains, donc des interstices, augmente. La porosité
et notamment la porosité utile, permet donc de caractériser l'aptitude d'une formation géologique à stocker l'eau, et notamment de l'eau qui circule, c'est-à-dire de l'eau qui est en fait exploitable. Un autre paramètre important sera la perméabilité, et ce paramètre dira en fait si l'eau circule bien, moyennement, ou si l'eau ne circule pas du tout. Alors plutôt que de parler de perméabilité, les hydrogéologues utilisent plus souvent le terme de conductivité hydraulique, mais on va considérer, nous, que c'est synonyme. Cette conductivité hydraulique, c'est en fait le paramètre mis en évidence par la loi de Darcy. Henri Darcy, qui était chargé par la ville de Dijon de l'alimentation en eau potable de la ville de Dijon, a notamment montré que le débit d'eau traversant un cylindre rempli de sable, c'est le schéma de sa fameuse expérience qu'on voit ici à droite, et bien que le débit d'eau était proportionnel, premièrement à la section traversée, qu'il était proportionnel également à la différence de pression entre la base et le sommet de la colonne de sable, et par contre que ce débit était inversement proportionnel à la longueur traversée. Reste un coefficient grand K, qui est un coefficient de proportionnalité, et qui est appelé la conductivité hydraulique, qui est déterminée empiriquement, ou expérimentalement en tout cas, par exemple par l'expérience de Darcy ici, et qui s'exprime en unité de longueur par unité de temps. Et en fait, c'est l'unité d'une vitesse. Grand K, la conductivité hydraulique, ou dite perméabilité, est une propriété intrinsèque du matériau traversé, et dans cette expérience ne change que si la nature du sable mis dans le cylindre change. C'est vraiment un paramètre propre au matériau lui-même. Grand K caractérise la capacité d'un matériau, donc d'une formation géologique, à se laisser traverser par l'eau. Alors dans la pratique, les hydrogéologues utilisent une version normalisée de la loi de Darcy, notamment parce que dans les formations géologiques, les circulations sont plus horizontales que verticales. On définit le débit unitaire, petit q, comme le rapport du débit total à la largeur traversée. Et la largeur traversée est en fait reliée à la section traversée en la multipliant par petit e, l'épaisseur traversée. On ajoute la simplification suivante, le rapport ΔH sur ΔL de la loi de Darcy, donc en fait c'est la variation de pression par unité de distance parcourue par l'eau, et bien ce rapport ΔH sur ΔL est en fait un gradient, dit gradient hydraulique, et il est égal à petit i. La loi de Darcy devient donc petit q, le débit unitaire, égal à k fois petit e, l'épaisseur de l'aquifère traversé, et petit i, le gradient hydraulique. Grand K reste bien évidemment la conductivité hydraulique, elle n'a pas changé de signification. Alors voici quelques repères, quelques valeurs repères de conductivité hydraulique, donc exprimées en centimètres par seconde, le centimètre par seconde étant l'unité usuelle de la conductivité hydraulique. Pour un matériau géologique, la conductivité hydraulique en fait ne sera jamais nulle, mais elle sera parfois très petite, et donc à ce moment-là on parlera de matériaux imperméables, comme pour les matériaux très fins, les argiles, et donc on a des conductivités hydrauliques inférieures à 10 puissance moins 7 cm par seconde. Alors, on ne se méprend pas, hein. Les matériaux argileux contiennent souvent une forte proportion d'eau. On a vu que la porosité totale des matériaux argileux pouvait atteindre 40 à 50%, mais c'est de la microporosité, c'est-à-dire inférieure à 0,5 microns, et donc c'est de la porosité uniquement de rétention. L'eau ne circule pas, et donc les argiles sont des matériaux imperméables.
Lorsque la conductivité hydraulique est comprise entre 10 puissance moins 3 et 10 puissance moins 7 cm par seconde, la perméabilité est qualifiée de mauvaise, et elle concerne en fait des matériaux mixtes comme les sables très fins ou les sables argileux par exemple. On qualifie la perméabilité de bonne, voire même de très bonne, pour les conductivités hydrauliques supérieures à 10 puissance moins 3 cm par seconde. Et en fait, ce sont ces matériaux-là qui vont intéresser les hydrogéologues, parce que c'est là qu'on aura de très bonnes perméabilités. Voilà, alors on connaît maintenant un peu mieux les modalités de stockage et de circulation de l'eau dans un milieu poreux. Par la suite, on essaiera de comprendre comment ces deux notions, donc porosité et perméabilité, sont appréhendées dans le contexte des formations géologiques, c'est-à-dire en fait à l'échelle du terrain et des formations géologiques. À bientôt.